Oui, on m'a devancé, merci. Donc voilà, ça va s'inscrire là-dedans et donc on commence aujourd'hui en parlant de l'hématurie, savoir principalement quoi faire de ce signe. Donc on va parler, rapidement en introduction de quelques définitions. On va revenir sur la physiopathe, très rapidement parce que, bah, elle est assez simple et sur le diagnostic différentiel à avoir en tête. Et puis après, on va voir, particulièrement, bah, comment, faire face à ce symptôme, qu'on travaille à domicile ou en clinique. Et puis, pour que ça soit bien plus parlant, on va illustrer tout ça avec des cas cliniques, donc je compterai sur vous pour participer un petit peu, sur cette partie-là. Alors, bah, l'hématurie, comme son nom l'indique, c'est la présence de sang dans les urines qu'on va distinguer donc de, bah, l'hémoglobinurie où, bah, le résultat macroscopique est le même, c'est rouge, mais l'hématurie, on a vraiment des globules rouges dans les urines, alors que l'hémoglobinurie, c'est, bah, l'hémoglobine comme son nom l'indique. C'est un symptôme, clinique qui est très fréquent chez le chien, assez fréquent chez le chien et le chat. Ça peut être soit un motif, d'appel de la part des propriétaires, parce que souvent ça les inquiète, grandement de voir du sang dans les urines de leur animal, ou ça peut être un signe clinique, qui va être mis en évidence, par vous, vétérinaire, hem, soit parce que, bah, les propriétaires n'ont juste pas vu, soit parce que ça va être une hématurie, microscopique, donc vous allez juste mettre en évidence, via votre analyse d'urine. Comme beaucoup d'autres symptômes, c'est important d'avoir une démarche, systématique qu'on va détailler ici pour pouvoir identifier, le plus rapidement possible, et le plus justement possible la cause, sous-jacente. L'objectif aujourd'hui, ça va être de vous proposer une démarche, adaptée pour, ceux qui travaillent à DOM, avec un focus, sur, bah, les signes cliniques à prendre en compte et les premiers soins à mettre en œuvre et aussi savoir reconnaître, les facteurs de gravité qui pourraient vous orienter à proposer une prise en charge, en structure de soins et puis proposer une démarche pour ceux qui travaillent, ben, en structure de soins. Alors, au niveau de la physiopathe, beh, ça va être assez simple, hein, mais globalement, on va distinguer, 2 grandes premières catégories, d'atteintes qui vont amener à de l'hématurie. Soit des lésions, purement, d'origine, urinaire ou des organes annexes. Donc, bah, les organes annexes ici, ça va être, tous les organes du système reproducteur, mâle ou femelle. Pour les lésions du tractus urinaire, pour, bah, toujours bien les avoir en tête et ne pas oublier, d'organes ou de localisation, dans votre diagnostic et dans votre prise en charge. Je vous conseille vraiment de bah, comme l'examen clinique, on pense à faire du bout du nez jusqu'au bout de la queue. Là, pensez, dans un sens ou dans l'autre selon votre comment fait votre cerveau, mais soit des reins, au méa urinaire, soit du méa urinaire au rein. Pour ne rien oublier, globalement, c'est, chaque endroit où coule de l'urine, qui peut être atteint et les organes annexes donc. Ensuite, il peut y avoir, bah, des troubles de la coagulation, donc ici, la principale liste, c'est des coagulopathies, donc soit acquises ou héréditaires, une thrombocytopénie ou la prise de certains médicaments, mais on va détailler ça un peu plus en détail, juste derrière. Alors sur les mécanismes, vous allez voir, ils sont assez simples, grosso modo, c'est un peu, toujours, la même chose et ça conduit, bah, donc au même résultat. Hem Lors d'infections ou d'inflammation du tractus, urinaire, on va avoir, une activation, bah, de tous les médiateurs inflammatoires avec l'arrivée, en masse de toutes les cellules immunitaires sur la zone. Cette arrivée-là et puis pour permettre le passage des cellules immunitaires, ça engendre une perméabilité accrue, bah, des capillaires et de toutes les barrières, physiologiques. Et elles vont être également fragilisées, donc c'est cette, fragilité qui va permettre le passage des globules rouges dans l'urine. Donc c'est par exemple le cas lors de cystite bactérienne, de pyélonéphrite, de glomérulonéphrite, mais aussi, là je vous ai mis que des causes, infectieuses, mais aussi lors de cystites, par exemple, idiopathiques chez le chat ou purement inflammatoires. Lors de calculs urinaires, là, on arrive un peu plus facilement à se le représenter, classiquement, mais donc bah, c'est les calculs en eux-mêmes qui vont créer des dommages mécaniques, et donc des micro-traumatismes sur tous les capillaires et toutes les muqueuses et les parois, et donc engendrer le passage de globules rouges dans l'urine. Donc c'est le cas lors, de calculs qui soient vésicaux, urétraux, rénaux, donc piéliques ou urétéraux. Lors de tumeurs, là, il peut y avoir 2 types de mécanismes. Les tumeurs en elles-mêmes, du système urinaire peuvent, saigner, parce qu'on sait en général que les tissus, tumoraux sont plus friables et plus fragiles. Et puis après selon la taille, en elle-même, de la tumeur, elle peut commencer à avoir, à créer des dommages mécaniques comme vont le faire les lithiases et puis à créer, un
une composante inflammatoire. Donc on revient à la première diapo et tout ça mis bout à bout va créer, le passage de globules rouges dans l'urine. Donc ça va être le cas, par exemple, lors de carcinome, transitionnel de la vessie, d'adénocarcinome vasical et de lymphome rénal, par exemple. Donc si on fait un bilan, sur toutes ces causes possibles, c'est, ce diagnostic différentiel qu'il faut avoir en tête, lors de la mise en évidence d'une hématurie, avec ces 3 grands blocs, dont on vient de parler. Donc les atteintes urinaires, avec le côté, inflammatoire et infectieux. Les causes les plus courantes auxquelles on va penser, c'est les cystites, qu'elles soient, inflammatoires ou bactériennes. Après au niveau rénal, on va avoir, les pyélonéphrites, les, atteintes, heu, rénales en tant que telles avec, les, néphrites, les glomérulonéphrites et les, nécroses tubulaires aiguës. Ensuite, toute la grande catégorie des lithiases, où qu'elles soient situées. Les traumatismes, bon, en général, alors quoique, il peut y avoir des cas, je vais vous dire, pour des traumatismes, en général, l'animal n'est pas présenté pour hématurie, il est présenté, pour, le traumatisme, ou pour des plaies ou pour des choses, plus grosses, on va dire, qui sautent plus au nez. Mais quoique, j'ai souvenir d'avoir déjà eu un chat, voilà, qui vit principalement à l'extérieur et puis que les gens ont récupéré et un des principaux symptômes, à part qu'il était un peu abattu, c'était qu'il avait du sang dans les urines. Parce que, typiquement, après, il a eu un hématome sur tout le bas-ventre, mais qui a mis bien, 12 heures à sortir. Donc, ça peut être un des signes d'appel aussi. Et puis donc après, on en a parlé, les tumeurs et les polypes vésicaux également. Pour les annexes, je vous l'ai mis ici entre guillemets, mais à bien penser également, vous pouvez être appelé pour une hématurie, lors d'une femelle en pro-œstrus ou en œstrus. Donc à bien y penser quand même dans la la prise de commémoratif, savoir si, déjà c'est une femelle stérilisée ou pas, si elle est en chaleur. Pas besoin de s'engager dans des examens, lourds, dans ce cas-là. Et puis donc, ici, pareil, comme pour le système urinaire, absolument tous les organes, du système reproducteur peuvent être impliqués. Donc, chez le mâle, pensez bien à la prostate, l'hyperplasie bénigne de la prostate, les prostatites, les tumeurs. Et puis, chez la femelle, tumeur vaginale, utérine, vulvaire, métrite, pyomètre, vaginite. Pour les atteintes systémiques, en détaillant un petit peu plus ici, donc les intoxications, la principale auquel on va penser, c'est, aux raticides. On peut avoir aussi donc toutes les thrombopénies à médiation immune, donc il faudra bien penser ici notamment à toutes les pathologies, transmises par l'éthique, notamment. Ensuite, dans les causes, CIVD, sepsis, bon, en général, on va quand même avoir, heu, un tableau clinique plus large, qui va nous orienter, vers ces causes-là. Et dans les insuffisances hépatiques, pardon, quand c'est, vraiment quand on est vraiment sur l'insuffisance, hein, pas juste une atteinte hépatique, on a très souvent, des atteintes, enfin des diminutions de la synthèse des facteurs de coagulation et donc des coagulopathies secondaires. Enfin ici dans les atteintes systémiques, on va noter aussi tout ce qui est troubles de la miction. Par troubles de la miction, ici on entend plus, les atteintes neurologiques, qui peuvent faire par exemple, des animaux qui urinent par trop plein, qui ont du mal à vidanger, totalement leur vessie de manière chronique. Sur le long terme, on se doute que ça va créer, des problématiques principalement au départ, inflammatoires, puis potentiellement infectieuses et conduire, potentiellement à une hématurie. Juste pour vous donner quelques chiffres avant que je change de dia, chez le chat, on a mis en évidence qu'il y a à peu près, 42 des causes d'hématurie qui vont être liées à des causes, cystites ou lithiases, et chez le chien, on tombe uniquement à 28. Donc c'est important de balayer, toutes les causes possibles, d'autant plus chez le chien. Alors, à domicile, déjà se poser la question de est-ce que, l'hématurie, c'est le motif de consultation? Est-ce que c'est le motif d'appel? Ou est-ce que je la mets en évidence, moi avec mon examen ou en posant plus de questions? Ensuite, il va assez vite falloir, s'orienter donc dans les 3 tableaux qu'on a vus avant et donc essayer de mettre en évidence, tous les signes possibles d'atteinte du bas appareil urinaire.
à savoir, est-ce qu'il y a de la douleur à la miction? Est-ce qu'il y a de la malpropreté qui n'est pas là d'habitude? Voilà, vraiment tous ces signes-là. La durée d'apparition, enfin, la date d'apparition de l'hématurie, donc la durée d'évolution est aussi importante. Est-ce qu'on est plutôt sur une infection, chronique et donc ça peut laisser suspecter qu'il y a d'abord eu une première cause et puis l'hématurie est apparue, sur le «long terme» entre guillemets avec, l'inflammation qui se surajoute. Les conditions de vie, comme pour pas mal, d'affections, l'alimentation, l'accès possible à des toxiques, notamment pour les raticides et puis les antécédents médicaux. Est-ce que, c'est, une récidive, quelque chose de chronique? Est-ce que l'animal a tendance à faire des infections, fréquentes? Voilà, ça c'est important. Sur l'examen clinique, on va bien sûr, on fait un examen exhaustif, mais les points vraiment, d'attention vont être, la possibilité, d'observer des urines, soit parce que, si c'est un chat qui a fait partout, peut-être les propriétaires vous auront pris de magnifiques photos, ou, parce que, vous allez pouvoir, récupérer des urines assez facilement par taxis. Faites attention également donc à la couleur des muqueuses. Est-ce qu'il y a des signes évidents, de perte sanguine, importante, donc des signes évidents d'anémie? Et puis dans la palpation abdominale, vraiment, ne palpez pas, en masse. Essayez d'avoir une palpation abdominale la plus fine possible à ce niveau-là, de palper, les reins pour essayer de mettre en évidence est-ce que cet animal a vraiment une douleur ou un inconfort rénal. La vessie, est-ce qu'elle est modérément remplie, peu remplie? Est-ce qu'elle est souple? Est-ce qu'elle est dure? Est-ce qu'elle est douloureuse et inconfortable aussi? Enfin voilà, essayez d'avoir une palpation abdominale le plus souple possible, surtout à domicile étant donné que alors ça va dépendre, des vétos, mais certains, en tout cas, n'ont pas d'échographie à disposition, donc c'est vraiment vos mains qui vont faire, le début du job. Sur les examens de première attention à domicile, c'est pareil, ça dépend de votre équipement, mais je pense qu'à minima, vous avez tous, bandelettes urinaires, de quoi mesurer l'hématocrite et l'hémoglobine, pardon, et de quoi mesurer la créate. L'échographie physicale, pas tout le monde ne l'a, mais déjà, ces points-là vont être, très importants pour, vous orienter et surtout, vous alarmer s'il y a des points de vigilance et donc un besoin de référer en clinique. Donc justement, ces points de vigilance, je vous les ai listés ici pour ceux qui font du DOM. Il va y avoir déjà, l'état d'hydratation. Si votre animal a besoin vraiment d'une correction forte sur plus de 24 heures, c'est pas avec, même si vous restez un bon moment, c'est pas avec, votre perfusion à la maison, ou votre perfusion sous-cutanée que vous allez pouvoir faire une réhydratation vraiment, importante, sur 24 heures. Donc ça peut être un motif pour, conseiller les gens d'aller en structure. Ensuite, évidemment, la production et l'émission d'urine. Alors ici, vraiment heu, de bien garder en tête que, c'est pas parce que, l'animal, enfin, il peut y bien distinguer, pardon, production et émission d'urine. C'est-à-dire qu'il peut, ne pas produire d'urine, enfin, les gens ne voient pas d'urine, mais parce qu'en fait, il n'en produit pas. Donc vous allez avoir, à la palpation, sa vessie, vide potentiellement, vous dire: «Si, il a forcément uriné», mais en fait, pas forcément. S'il est en en atteinte rénale, il peut avoir une production très, très, très diminuée de ses urines et auquel cas, là, pour le coup, c'est vraiment une urgence. Donc essayez de faire l'historique avec les gens de ce qu'ils ont vu comme émission d'urine, hem et de voir avec eux s'il y a vraiment, une vraie émission ou des difficultés à l'émission et si c'est cohérent avec votre palpation abdominale. S'il y a des troubles systémiques qui viennent se surajouter à tout ça, donc typiquement de l'hyperthermie, une faiblesse, importante, de l'ictère, des troubles respiratoires, tout ça, ça peut être des signes, qui indiquent qu'il va falloir quand même plus d'examens complémentaires pour savoir ce qui se passe. Si vous avez une suspicion de coagulopathie, ça va être intéressant de faire des temps de coag et ça, c'est pas quelque chose, qu'on va pouvoir, faire, à domicile. Donc s'il y a d'autres saignements, par exemple des pétéchies, de l'épistaxis, des hématomes ailleurs sur le corps. Si vous avez des signes d'atteinte rénale, donc soit, à votre examen clinique, des choses compatibles, soit en ayant mesuré votre créatinine. Et enfin, si c'est des atteintes, récidivantes ou chroniques, alors, là, c'est pas forcément une urgence, de transférer en clinique, on va le voir, mais, dans le sens où vous pouvez pas faire de microscopie, urinaire. Hem, Si c'est une récidive, c'est vrai qu'on ou quelque chose de chronique, c'est plus délicat d'y aller un peu à tâtons sur les traitements sans avoir fait de microscopie. Donc dans tous les cas, ça va être intéressant et important de conseiller au propriétaire de revoir rapidement son vétérinaire traitant si jamais il souhaite pas aller dans l'immédiat en clinique. Pauline, Ouais, j'avais
juste une question par rapport à la slide d'avant. En Ouais. première intention, tu disais de faire une bandelette urinaire et pour toi, enfin celle encore d'avant, est-ce que pour toi, enfin par exemple, si tu n'arrives pas à avoir de l'urine en la prélevant toi-même, etc., est-ce que tu fais quand même la bandelette si l'animal urine par terre ou pas du tout? Ça va quand même t'apporter des informations, donc oui, moi je la fais toujours. Parce que dans tous les cas, alors notamment sur tout ce qui va être information liée à l'inflammation et aux bactéries, ça sera à prendre avec des pincettes. Mais déjà, tu pourras bah, voir un petit peu plus. Il y aura des dias sur la bandelette urinaire après, mais tu auras quand même des informations qui peuvent t'orienter au niveau du pH, au niveau de s'il y a de la bilirubénurie, enfin voilà, il y a d'autres infos. Donc oui, Ouais, moi je la fais toujours. ou nous fausser le fait que ce soit plus stérile, quoi. Bah, en fait, c'est comme en clinique, hein, on récupère pas toujours les urines par cystosynthèse, des fois c'est par sondage et donc bah, dans ton interprétation, tu vas le prendre en compte que c'est pas stérile, mais dans tous les cas, ça va t'apporter des infos, la bandelette. Ok, merci. Avec plaisir. Yep, on a été là. Pour ceux qui sont en clinique, donc bah, là, pour le coup, l'analyse d'urine, il va falloir qu'elle soit, plus complète. Donc bah, toujours notre bandelette. On peut rajouter une densité. Alors je ne sais pas si certains ADOM ont des réfractomètres pour faire la densité, mais c'est vrai que sinon ça peut aussi être tout à fait, faisable à domicile et puis apporter quelques indications, bah, tant sur, l'état d'hydratation et puis sur le fonctionnement, rénal, voir si la concentration urinaire est cohérente avec l'état d'hydratation que vous constatez de votre animal. Et puis du coup, bah, l'examen microscopique et parfois, on peut même, réaliser un prélèvement, donc on a fait le plus stérile possible pour le coup, qu'on va garder au frigo pour que le vétérinaire traitant puisse ensuite envoyer un ECBU, s'il y avait des affections notamment, bah, chroniques, et des choses un peu plus poussées à mettre en évidence. Ensuite, bah, en clinique, on va avoir tout à disposition pour essayer de voir un petit peu plus, des choses, plus fines, donc bah, des lithiases, typiquement des anomalies, pariétales qui pourraient penser soit à des tumeurs, à des polypes, des dilatations, péliques à l'échographie. Enfin voilà, donc toute l'imagerie là est à dégainer pour en savoir un petit peu plus si on a l'air de s'orienter vers, une affection, urinaire pure ou des annexes. Et puis les analyses sanguines également pour, là, à la fois, quantifier, on va dire, et avoir une idée de la gravité de l'hématurie ou de l'atteinte, rénale ou hépatique et puis, également pour explorer les causes, justement, pour le coup, qui ne sont, pas, urinaires pures. Donc un bilan de coagulation, une numération plaquettaire, et puis, des investigations, par exemple, hépatiques, si on suspecte une insuffisance hépatique, bien évidemment. Sur la prise en charge. Alors, cette prise en charge initiale, on va commencer toujours, par une stabilisation, et en fait, ici, ce qui est important de garder en tête, c'est que comme pour toute affection que vous voyez en urgence, il faut toujours vous poser les mêmes questions à mon sens. Même si, là, effectivement, si je vous parle d'une cystite bactérienne, ça va vous paraître aberrant que je vous demande s'il a besoin d'oxygène. Mais, en fait, de systématiser tout ce schéma de pensée, ça vous permet, de ne pas vous précipiter typiquement, sur des radios en première intention, un animal qui arrive et qui a une hématurie, mais de, vous poser les questions d'abord de qu'est-ce qu'il a besoin pour que je le stabilise. Donc voilà, c'est systématiser vraiment ce schéma de pensée. Donc, l'oxygène, la fluidothérapie et s'il a besoin de fluido, bah, pour quel objectif? Est-ce qu'il est déshydraté? Et auquel cas, effectivement, on n'est pas à 5 minutes près pour lui mettre sa perfusion et le réhydrater tranquillement sur 24 heures. Est-ce qu'il a des signes d'hypovolémie, par contre? Et là, auquel cas, c'est une urgence de lui mettre son cathéter et de, lui faire des bolus pour, remonter, sa volémie. Est-ce qu'il a besoin d'analgésie? Est-ce qu'il se tord de douleur, liée à je ne sais pas, son obstruction, son calcul, sa tumeur qui appuie je ne sais où, et auquel cas, bah, c'est une urgence de prendre en charge, cette analgésie, au bon palier et ça nous permettra ensuite de prendre le temps de réfléchir pendant que lui, au moins, il ne souffre plus. Ensuite, sur la prise en charge, bah, vous vous doutez bien ici que je ne vais pas pouvoir vous détailler, toutes les prises en charge de toutes les causes, qu'on a vues dans les premiers tableaux. Mais grosso modo, il va falloir souvent se poser, la question de l'antibiothérapie pour les causes les plus courantes, du coup, d'atteinte du bas appareil urinaire. Est-ce qu'il y a besoin d'un sondage urinaire? Bah, est-ce qu'il y a un signe de globe? Est-ce qu'à l'imagerie, j'ai mis en évidence quelque chose qui pouvait faire que ça coince? Si c'est, bah, une intoxication, est-ce que je mets en place un antidote? Si c'est une suspicion de traumatisme, il peut y avoir la mise en place d'Hexacil.
Si ça a beaucoup saigné et que ça saigne ailleurs, est-ce que mon animal a besoin d'une transfusion? Est-ce qu'il a besoin d'une chirurgie? S'il y a une rupture des voies urinaires ou s'il y a, une lithiase, qu'on n'arrive pas à repousser ou et enfin, bah, là, on est vraiment dans un second temps. Est-ce qu'il y a besoin d'une exploration et d'une prise en charge secondaire? Par exemple, si j'ai mis en évidence une suspicion, hem, d'anomalie au niveau de la paroi de la vessie, bah, juste avec l'échographie, on peut pas trop savoir, si c'est, déjà si c'est un cancer, si c'est pas un cancer, si c'est un cancer, lequel c'est, enfin voilà. Donc ça c'est plus pour la partie après compte rendu, mais réfléchir à toute l'exploration, secondaire, qui pourra être mise en place avec, le vétérinaire traitant. Un petit mot un peu plus en détail sur l'antibiothérapie, surtout pour savoir, bah, comment réagir en première intention. Donc il y a vraiment 2 cas de figure. Chez le chien, l'infection urinaire, bactérienne, peut être, quand même, enfin l'origine bactérienne peut être quand même assez fréquente. Donc on va considérer que, si c'est une première infection urinaire, que, vous n'avez pas mis en évidence de complications et de facteurs de risque, c'est pas par exemple un chien qui a déjà une maladie rénale chronique, et ben, alors il est, acceptable et possible de mettre en place un traitement antibiotique, empirique, même si vous êtes par exemple ad hoc et que vous n'avez pas fait de culot urinaire, sur une durée courte, donc 3 à 5 jours, avec classiquement de l'Amox, ou des TMPS, à ces posologies-ci. Hem, Ce qui est, important, c'est que vous ayez l'impression que c'est cohérent et que, dans votre anamnèse et votre examen clinique, il y a plusieurs signes qui vous orientent à penser, qu'il y ait, une atteinte, bactérienne. Chez le chat, pour le coup, les cystites bactériennes, c'est rare, voire très rare, surtout chez les jeunes adultes. Ça peut être plus fréquent, donc chez un chat, âgé qui a, par exemple, un diabète ou une maladie rénale chronique, mais pas chez les jeunes. Donc typiquement, si vous êtes chez un jeune ou chez un jeune adulte, c'est pas du tout indiqué de mettre un antibiotique en première intention, sauf bien sûr si vous avez fait là, on parle de si vous n'avez pas de culot, hein. Si vous avez fait un culot et que vous voyez, une origine, bactérienne, bien sûr, mettez les antibiotiques. Mais là, on parle principalement du DOM, du coup. Donc voilà, chez le jeune chat, pas d'antibiotiques en première intention. Bien sûr, si ça prévenir les gens que si ça rechute ou si ça ne passe pas, il y aura besoin d'aller faire ces examens-là, donc le culot, voire un antibiogramme chez le vétérinaire traitant, mais pas en première intention. Et pour le coup, si la cystite bactérienne est confirmée, donc comme je viens de vous le dire par le culot, ou si vous avez une suspicion très élevée, donc on a dit chat âgé, diabétique, MRC ou immunodéprimé, là on a les mêmes molécules, donc Amox ou TMPS sur des durées un peu plus longues dans les préconisations chez le chat, donc 7 à 10 jours. Alors, comme c'est assez large comme DDX, on va faire tout de suite des cas pratiques, pour mettre, ça un peu plus en lumière, donc vous allez pouvoir participer un petit peu. Donc, on va d'abord parler de, Moka. Je vais juste me rafficher parce que j'ai des détails à vous donner en plus. Tuc toc toc, on est là. Ouais. Alors donc Moka, c'est une femelle stérilisée qui a 5 ans, qui vit en intérieur, strict, qui a pas d'antécédents médicaux particuliers et donc ses propriétaires appellent parce qu'ils ont remarqué du sang dans les urines depuis, à peu près 12 heures. En fait, ils sont rentrés de congé et donc ils ont remarqué ça. Ils savent pas spécialement dire si elle a accès à des toxiques. A priori non, parce qu'ils ont certains produits, mais qui sont rangés, normalement, bien fermés. Ils ont pas vu de choses, ouvertes. Et elle est à jour de ses vaccinations. Elle mange des croquettes Elis. Ils ont aussi noté un léger abattement, et ils ont en fait, quand ils sont rentrés de congé, ils ont vu qu'il y avait des petites traces d'urine à des endroits, inhabituels. Alors normalement, elle fait dans sa litière. Et depuis qu'ils l'ont observé, ils ont mis en évidence, enfin, ils ont remarqué une douleur, à la miction, donc une strangurie. À votre examen clinique, Moka, elle est en bon état général, elle est légèrement déshydratée quand même à 5. Elle est normotherme, son abdomen est souple, vous mettez pas en évidence de douleur particulière, ni à la palpation des reins, ni à la palpation de la vessie. Et d'ailleurs la vessie est modérément remplie, pas dure. Les muqueuses sont rosées, il y a pas d'autres anomalies à l'examen clinique et donc par taxis, vous arrivez à avoir un petit peu d'urine et vous remarquez effectivement qu'ils ont pas dit n'importe quoi. Il y a bien, du sang macroscopiquement visible, dans les urines. Donc quel examen voulez-vous donc là, on est bien à domicile, hein, il y a la petite maison ici, donc quel examen, souhaitez-vous proposer, au propriétaire ici?
Bah, déjà créate. Ouais, je prends. Une bandelette. Hématocrite. Ouais, ça me va. Et si jamais vous avez un échographe, pourquoi pas. Mais là, en l'occurrence, le veto n'en avait pas. Alors donc bah, Moka, elle a eu sa petite bandelette urinaire, donc toujours les urines récupérées par Taxis, avec un pH à 6, il y avait une croix de protéines, pas de glucose, pas de corps cétonique, pas de bilis et 3 croix de sang. L'hématocrite, il était à 40, donc normal, et l'hémoglobine aussi. La créate à 0,75 milligrammes par décilitre, donc normal. Et on a aussi fait une glycémie ici pour, je pense, une suspicion, enfin une suspicion, il n'y a pas de suspicion, mais pour exclure, quelque chose qui pourrait faire penser à un diabète, même si on est d'accord que juste une glycémie, ça aurait été un peu touchy pour interpréter si elle avait été anormale, étant donné que le chat peut être, juste en situation de stress de sa petite piqûre. Mais je pense dans la réflexion, c'était de voir, s'il y avait des facteurs, de risque d'atteinte, bactérienne, vésicale. Voilà. Il n'y avait pas d'échographe, donc pas d'échographie. Donc c'est ici qu'on va parler un tout petit peu en détail de la bandelette, pendant, une petite minute, pour faire des rappels, généraux. Donc la première plage toujours, parfois elle s'appelle SG, parfois elle s'appelle DU selon si c'est des bandelettes humaines ou vétérinaires, mais peu importe, c'est, la densité. Donc la densité, jamais on l'interprète ici nous, c'est vraiment au réfractomètre, donc ne jamais se fier à cette première plage. Pour le pH, bah, généralement, il est modérément acide, chez les carnivores domestiques. Si vous avez, un pH alcalin, ça peut être le signe d'une infection du tractus urinaire, par certaines bactéries qui sont productrices, d'uréase. Les leucocytes, cette plage, on ne l'interprète jamais chez le chat. Par contre, elle peut être très sensible chez le chien. Donc typiquement, tu vois, quand on parlait tout à l'heure des urines, récoltées, s'il vient de faire, à l'instant, devant vous, sur le sol, bah, pour le coup, les leucocytes, autant les bactéries, ton culot, il pourrait être, hem ininterprétable parce que les bactéries peuvent être celles du sol, autant les leucocytes, le sol n'a pas de leucocytes. Chez le chien, on entend, j'entends. Donc voilà, si tu as une plage, fortement positive ici chez le chien, ça te donnera déjà des indications. Les nitrites, c'est, assez peu fiable chez les carnivores domestiques, donc il y a un coup si c'est positif, on peut suspecter qu'il y a une infection bactérienne, mais pas à tous les coups. Par contre, si c'est négatif, on ne peut pas exclure une infection bactérienne. Les protéines, il faut faire, attention à tous les risques de faux positifs, parce que ça va, en fait, détecter plein de causes de protéinurie. Donc, bah, les protéinuries, pré-rénales, les protéinuries, je vais y arriver, rénales et les protéinuries post-rénales. Donc, c'est un indicateur, mais tout seul, pareil, ça ne va pas vous permettre de conclure grand-chose. Et il peut y avoir aussi des faux positifs sur les urines alcalines, donc à plus de 8 de pH. Ensuite, il y a le glucose, bah, sa présence pour le coup là est toujours, anormale, donc enfin anormale, heu, de manière, totalement, physiologique. Un animal, hors stress, voilà, ne doit pas avoir de glucosurie. S'il y a une glucosurie, bah, soit il y a eu une hyperglycémie, donc oui, même une hyperglycémie de stress peut créer une glucosurie. Il peut y avoir également un diabète sucré. Bon là, on sait que c'était pas le cas chez Moka comme justement on a fait la glycémie, ou à des dommages, tubulaires, donc rénaux. Les corps cétoniques, bon là, on n'est pas trop, dans ce domaine-là, sur cette présentation, mais ça va être interprétable lorsqu'on a des suspicions de diabète acétocétosique. L'urobilinogène, aucun intérêt ici. La bilirubine, une croix de bili n'est pas significative chez le chien et chez le chat, pour le coup, c'est, toujours pathologique et ça va souvent précéder l'apparition, d'un ictère, clinique. Donc typiquement, même si votre chat, n'est pas jaune ou alors vraiment très faiblement et que vous n'êtes pas sûr ou que ça se voit pas encore, bah, possiblement vous aurez déjà de la bili dans les urines. La plage sang, bon, bah, là, ça va permettre un peu de quantifier, ce qu'on est déjà potentiellement en train de voir macroscopiquement ou alors de mettre en évidence, quelque chose qu'on ne voit pas macroscopiquement et que vous allez voir, juste en faisant votre bandelette. Si notamment, bah, bon, après si vous faites un culot, vous allez voir aussi les globules rouges au culot urinaire au microscope, mais si vous êtes ad hoc, ça peut être intéressant ici. Juste, il faut bien penser que, ça met en évidence à la fois l'hémoglobinurie de la même façon que la myoglobinurie
que l'hématurie. Donc voilà, si vous êtes, en hésitation de: «Est-ce que mon animal, il a une hémolyse, ou une hématurie avec vraiment des globules rouges qui passent?» c'est pas ça qui va vous permettre de trancher. Bon après si l'hémolyse en général, si vous avez fait l'hématocrite, vous allez avoir une diminution quand même, à ce niveau-là. Donc non, là je vous ai pas mis de questions, je suis sympa, mais donc à ce stade, pour Moka, comme on a eu donc les résultats des examens, des premiers examens complémentaires, on a, bah, les principales hypothèses, donc on peut éliminer tout ce qui est potentiellement, rénal, tout ce qui va être potentiellement trouble de la coagulation étant donné que, elle a ses muqueuses rosées, que l'hématocrite est normale, elle a pas l'air de saigner ailleurs, ou alors ils sont très, très, très débutants, mais dans ce cas-là, voilà, ça fait déjà 12 heures que ça évolue, donc bon, ce serait pas cohérent. Donc les principales hypothèses, ça va être une cystite idiopathique féline, d'autant plus que Moka, bah, elle vient de retrouver ses propriétaires qui étaient partis, donc si elle est de tempérament un peu stressé, ça peut, fortement participer à ce type de pathologie. Et on peut pas exclure aussi, bah, tout ce qui peut se passer, au niveau vésical, donc une lithiase, une masse, un polype. Donc c'est quand même à signaler aux propriétaires ici. Et puis, bah, une cystite bactérienne, même si c'est toujours donc très peu probable chez le chat. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place comme, prise en charge ici à domicile? Si elle a vraiment très mal, on peut lui faire un peu de Bupré, là, en première Ouais, intention. ouais, Et puis sinon, un peu de Spasfon, pour, enfin, si elle a des douleurs à la miction, pour, pour aider à l'émission d'urine. ouais, 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 tout à fait. Et alors Moka, elle était aussi déshydratée à 5. Est-ce qu'on fait quelque chose ou Lui fait une réhydratation sous-cute. ouais, on peut, ouais. Alors là, en l'occurrence, elle avait pas eu de bupré parce que la douleur était, quand même assez modérée. Enfin, il y avait pas de douleur, tu vois, à la palpation ou quoi que ce soit. C'était vraiment juste à la miction. Les propriétaires, ils ont rapporté ça. Donc elle a eu la perf sous-cute, et comme, prise en charge de la douleur, elle a eu un INS, avec une injection à domicile et puis après une prescription, pour les prochaines 48 heures jusqu'à revoir son vétérinaire et donc un antispasmodique, c'était donc du spasmoglucinol, pareil jusqu'à revoir son vétérinaire. Il y a eu quelques recommandations de l'essai donc sur la gestion du stress, sur, le fait de favoriser la prise de boissons ou potentiellement un aliment, plus humide et puis un contrôle chez le vétérinaire traitant dès sa réouverture, bien sûr. Voilà pour Moka. Si jamais vous avez des questions, on les fera peut-être toutes à la fin, comme ça se croisera peut-être. Ensuite, il y a Foxy, donc qui est une femelle stérilisée, de 11 ans. Là, le motif d'appel, c'est une dysurie, donc vraiment une polacurie depuis plusieurs semaines. Mais là, ce qui les inquiète particulièrement, c'est que depuis aujourd'hui, donc il y a de l'hématurie. Elle est en bon état général, elle a un appétit conservé, pas de PUPD, pas d'antécédents médicaux significatifs, elle est à jour de ses vaccins et bah, elle est très bien suivie, Foxy, donc elle a eu une bioche, il y a 3 mois. Pas de d'ENF, mais juste une bioche, notamment pour la fonction rénale et tout était, tout à fait normal. Donc pareil, Foxy, elle est vue à domicile, elle est en bon état général, elle est, pas déshydratée pour le coup, normotherme, muqueuse rosée, vraiment tout est normal à son examen clinique. Sa palpation est souple aussi, la vessie est souple, modérément remplie, non douloureuse. Donc vraiment, on n'a, pas grand-chose à se mettre, sous la dent ici. Donc qu'est-ce que vous souhaitez faire, comme examen? En tout cas, qu'est-ce que vous proposez aux propriétaires, pour en savoir un petit peu plus sur ces et ce que vous en proposez en fait? Vous n'êtes pas obligé d'en proposer, vous me dites. Bah, créate et hématocrite aussi. Je sais pas. Ouais, ça me va aussi. Dans tous les cas, c'est bien à explorer. Enfin, si les gens sont motivés, autant le faire, quoi. Oui, bah, dans tous les cas, là, c'est proposez-vous. Après, ils peuvent dire non, mais toujours proposer. Au niveau
urinaire. Est-ce que tu veux quand même faire quelque chose ou? Ben, on peut essayer de la faire uriner. Mmh? Pour Bah, surtout qu'elle a pas l'air douloureuse, donc c'est possible effectivement, peut essayer par taxis, voir nous au par moins taxi, comment la ouais. couleur. Alors à domicile, ça dépend vraiment des pratiques, de chacun, mais soit on peut récupérer des urines par taxis, soit si la vessie est facilement palpable, que c'est pas un animal, trop grassouille, c'est tout à fait possible, de récupérer aussi par cystosynthèse, pour ceux qui se sentent. En général, il faut quand même en avoir fait un certain nombre, éco-guidés pour se sentir, serein, mais c'est tout à fait possible. Donc Foxy, elle a eu effectivement sa petite bandelette urinaire, bon, bah, qui a pas mis en évidence grand-chose. Je vous ai même pas marqué les leucocytes, mais ils étaient négatifs ici. Il y avait une croix de protéines et 2 croix de sang et la créate était normale et bah, en l'occurrence, tu vois, elle avait pas eu d'hématocrite parce que tout était enfin, ses muqueuses étaient rosées et elle était, vraiment en bon état général et cetera, mais c'était tout à fait OK d'en proposer un ici. Bon, donc qu'est-ce qu'on fait? En gros, les informations qu'on a ici, c'est, qu'elle avait une dysurie depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines et là, depuis aujourd'hui, il y a de l'hématurie qui est apparue. Donc à ce stade, les principales hypothèses, ça va être, une cystite, qu'elle soit inflammatoire ou bactérienne ou une urétrite. On peut pas exclure, comme on n'a pas d'échographe encore une fois, une lithiase, un polype, ou une tumeur vésicale. Au niveau de la prise en charge, qu'est-ce que vous souhaitez, du coup mettre en place à domicile? Par rapport à Moka tout à l'heure, donc Moka, on avait aussi une suspicion d'atteinte, bas appareil urinaire. On lui a fait donc, INS, hem, INS, je vais y arriver, antispasmodique et perf sous-cute. Ici, qu'est-ce qui pourrait nous faire changer, de prise en charge? Bah, notamment le fait que ça soit un chien. Et le fait que ça évolue depuis, déjà plusieurs semaines et que l'hématurie soit apparue, récemment suite à une dysurie qui évolue déjà depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce que ça pourrait vous faire, modifier dans la prise en charge? J'en sais rien, mais mettre des antibiotiques. Ouais, là franchement je trouve que c'est tout à fait, OK dans ce cas-là, si c'est bien justifié, d'autant plus, dans le compte rendu, mais si c'est, voilà, là c'est tout à fait, justifié, en tout cas on peut le justifier. On a checké les reins, ils sont OK, donc on peut tout à fait remettre, nos INS pour la composante inflammatoire suspectée. Un antispasmodique et puis, des antibiotiques ici, donc en préconisant bien qu'on va être sur une durée courte, donc 3 à 5 jours. En l'occurrence, pour nous, ça va être jusqu'au contrôle chez le vétérinaire traitant, et puis, ben, en précisant bien au propriétaire tout ce qu'on n'a pas pu exclure à ce niveau-là, mais, qui pourra être exploré dans un second temps s'il y a récidive. En l'occurrence, dans le cas de Foxy, elle a fait donc le contrôle, chez son vétérinaire 48 heures plus tard. Il y avait une amélioration, de la pollakiurie, mais, l'hématurie était persistante. Donc, le vétérinaire a prolongé l'antibiotique, qui avait été mis en place à domicile pour faire bien les 5 jours complets. Et puis l'AINS, oui, l'AINS à domicile il avait, été fait juste en injection unique, comme c'était quand même une chienne, de 11 ans. Donc là, le vétérinaire traitant a repris l'AINS, je vais y arriver, pardon, pour bien faire une durée complète, de 5 jours. Ensuite, il a revu Foxy, donc à 10 jours, après la première consultation à domicile et malgré tout ça, l'hématurie, n'a jamais cessé. Donc il a fait un culot urinaire, donc sachant que les antibiotiques, du coup, avaient été arrêtés depuis à peu près 5 jours, comme il a fait que 5 jours. Il y avait pas de signes d'infection, urinaire active et il a fait une échographie, vésicale ce coup-ci. Donc je vous mets les images ici, enfin l'image, et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est des polypes, Alors ça, je ne saurais pas te dire, mais en tout cas, qu'est-ce que tu vois d'anormal? une masse. Ouais, en tout cas, donc on va mettre, hop.
Voilà, ce sera plus simple. Donc ici, on a une paroi, subnormale, la lumière qui a pas l'air d'avoir de enfin, qui est bien anéchogène quoi, qui a pas l'air d'avoir de contenu, échogène, qui se balade ou qui fait effet boule de neige et puis, plus on arrive vers le col vésical, plus la paroi, elle s'épaissit ici. Elle est irrégulière tant sur ses bords que sur, l'aspect échogène, de l'épaisseur là. Il y a des zones anéchogènes, il y a des zones hyper échogènes, voilà, c'est pas joli. Donc effectivement, ça, c'est anormal. Hem, les jolis mots pour le dire, c'est un épaississement pariétal centré sur le trigone vésical, donc sans ITU associé, sans infection associée puisqu'il vient de faire un culot. Donc les hypothèses, effectivement, tu as raison, on va avoir l'hypothèse de polype ou de cystite polypoïde là, puisqu'il y en a oui, le polype, normalement, tu vois, on voit vraiment, une masse pédiculée, unique, quoi. Là, là, c'est gros, c'est gros et si dans c'est des polypes, il y en a plusieurs. Voilà, dans le DDX, on va avoir le cystite polypoïde, on va avoir une atteinte, pardon, inflammatoire chronique qui pourrait avoir, beaucoup modifié la paroi et puis on va avoir aussi le carcinome des cellules transitionnelles de la vessie, donc qui est, un cancer vésical où la tumeur vient préférentiellement se loger sur ce trigone, sur ce col vésical ici. Il a donc, voulu faire une ponction, écho-guidée de cette, anomalie pour, pouvoir trancher justement dans toutes ces hypothèses. Donc avant de faire ça, il a fait une numération de formules qui était normale et des temps de coag qui étaient normaux, avant d'aller, piquer, dans la paroi vésicale pour être sûr de pas faire, de saignement, enfin de bêtises quoi, que ça soit pas risqué. Et donc l'analyse, cytologique est revenue effectivement en faveur, d'un carcinome, des cellules transitionnelles de la vessie. Donc voilà, on avait la réponse, quelques jours plus tard. On va finir avec E.T., je vais essayer de faire vite. E.T. donc c'est un chien mâle entier de 11 ans. Le motif d'appel, c'est sang dans les urines et abattement anorexie depuis 24 heures. E.T., il est multipathologique ou multicroûte pour les intimes. Il est suivi pour des hernies discales, lombaires, alors, non compressives, mais il a déjà été opéré, d'hernie discale, cervicale compressive et surtout depuis 6 mois, on a mis en évidence une maladie valvulaire dégénérative mitrale débutante. Pour l'instant, il ne prend pas de traitement pour ça. Il est à jour de ses vaccinations et à jour des traitements antiparasitaires. Alors lui, vu, tout, il est vu, immédiatement en clinique. Il est en moyen état général, il est effectivement très abattu. Il présente du ptyalisme, ses muqueuses sont rosées, il a une température de 37,7, il est légèrement déshydraté à 5. Ah, j'ai écrit 2 fois muqueuses rosées, donc ses muqueuses sont vraiment bien rosées. Il a effectivement son souffle cardiaque qui est gradé à 2/6, mais pour autant, pas d'anomalie à l'auscultation respiratoire et sa fréquence, cardiaque est dans les normes. Ses pouls sont OK et pour le coup, sa palpation abdominale, elle est douloureuse. Je vous l'ai pas noté ici, mais principalement, au niveau rénal et il a le dos voussé. Qu'est-ce que vous proposez ici? Moi, je proposerais un bilan sanguin et une écho, pour vérifier, les reins et la prostate aussi, s'il a c'est un mâle entier et il manque le toucher rectal à l'examen clinique. Tout à fait. Qu'est-ce que tu voudrais dans ton bilan sanguin? S'il a eu une mioche il y a pas trop longtemps, peut-être juste KM10 et NF. Si, ça fait longtemps qu'il en a pas eu, je proposerais un KM17 OK. et un light aussi, enfin un Nova. Enfin Ouais. si les gens sont motivés, je propose toujours, le plus et après je vois en fonction de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils peuvent faire. Est-ce qu'il y a pas un test, supplémentaire qui pourrait être ajouté là, étant donné la douleur abdominale, surtout crânienne? J'aurais dit lactate, mais je suis pas sûre. Bah, les lactates, ça va surtout te permettre, de suivre, si tu as, une suspicion, d'hypovolémie, d'hypoxie, et que tu veux, suivre ta réa. Mais là, plus un test, vraiment par rapport au fait qu'il y ait l'abattement, et qu'il y ait cette palpation, douloureuse en portion crânienne. Bah
En gros, quel Le organe en partie crânienne, hormis, les reins, CPL, pardon? J'ai pas entendu. le CPL, enfin pour le Ouais, pancréas. ouais, c'est ça. Là, le Veto avait aussi fait, un CPL pour, creuser l'hypothèse pancréatite. Avec la Heu, température. pardon? Non, non, rien, je pensais à voix haute, pardon. OK, j'avais pas entendu, pardon. Donc oui, on l'a pas dit, mais en plus de tout ça, évidemment, l'analyse d'urine, c'est vrai que c'était un peu pour ça qu'on était là. Donc les urines, récoltées par cystosynthèse, on a une densité urinaire, assez, concentrée, enfin un peu concentrée. À la bandelette urinaire, on a une croix de protéines, heu, 2 croix de glucose, 2 croix de sang, on a fait un culot urinaire. On observe, ce type de structure au culot urinaire. Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Est-ce que c'est des cellules? Non, Non. Est-ce que c'est des bactéries? non plus, on dirait pas. Non plus. C'est en fait, des cylindres, on appelle ça. Des alors parfois il peut y avoir des bactéries, là, il y a pas l'air d'en avoir. C'est un magma, de mucus et de débris qui vont venir, se mouler dans les tubules rénaux, et qui vont se retrouver dans l'urine, quand il y a des lésions tubulaires. Donc ça peut être normal d'en observer, heu, allez, 1 ou 2 sur, votre culot urinaire. Mais quand il y a une forte concentration comme ça, c'est vraiment un signe d'atteinte, rénale et plus particulièrement d'atteinte, tubulaire. On a fait une NF, donc comme tu l'avais proposé, qui a mis en évidence une leucocytose neutrophilique marquée. Et à la biochimie, je vous ai pas mis tous les résultats parce que sinon elle était imbuvable cette diapo, mais on a donc effectivement une augmentation créate-urée, une augmentation des pales, bah, subnormal et CPL normal. Je sais plus ce que je vous ai mis après. Si, on a fait l'échographie des reins. Est-ce que vous avez déjà quelque chose à me dire sur, alors je vous ai mis que l'échographie des reins, mais on a fait une échographie, abdominale, donc je peux vous dire que tout le reste était normal. Pareil, j'allais pas vous mettre toutes les images, mais tout le reste était normal. Et qu'est-ce que vous pensez de ces reins ici? Dans la muqueuse, J'ai pas entendu, pardon, ça a coupé. épaississement de la muqueuse, Qu'est-ce qui muqueuse pourrait te faire épaissie. penser qu'elle est épaissie? Et alors, c'est Si. quoi la muqueuse dans le rein? Mmh. Ah non, écoutez, je pensais qu'on était sur la vessie. Non, pardon, ouais, non, c'est le rein gauche et le rein droit ici. Désolé. La délimitation cortex médulaire, elle est pas très nette. Ouais, elle a un peu diminué, je suis Mmh. d'accord. Ils sont de tailles différentes, non? J'ai l'impression qu'on est à la même Alors là, je échelle. pense que tu es trompée par l'image, mais Ah, en tout cas, sache ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont tous les 2 de taille normale et tous les 2 symétriques. OK, parfait. Après, dans les choses normales qu'on peut rapporter aussi, bah, ils ont quand même des contours lisses et réguliers. Je vais vous donner un autre organe pour vous aider un peu, à trancher. Mais en gros, normalement, l'échogénécité, du cortex, elle est censée être comparable au foie et à la rate. Et normalement, dans l'ordre, on a, la rate qui est le plus échogène, puis le foie, puis, le cortex rénal. Or ici, le cortex rénal est plus échogène, que la rate chez cet animal. Donc ça peut être un signe, de d'atteinte rénale et notamment d'atteinte rénale aiguë. Alors, chez ce chien, du coup, si on résume, on a une hyperéchogénécité du cortex rénal, une glycosurie, une cylindrurie, une hématurie et une élévation des paramètres, un paramètre hépatique et les paramètres,
urécréate. Donc, ça doit clignoter pour vous. À partir du moment déjà où vous aviez vu la glucosurie, ça doit clignoter, suspicion de leptospirose. Donc, les urines et le sang ont été prélevés par le vétérinaire. Pourquoi je vous ai pas mis de questions là? C'est bizarre. Bon, tant pis, on n'a plus beaucoup de temps. Mais donc ça a été prélevé urine et sang pour donner au vétérinaire traitant ensuite pour faire une PCR. C'est important de faire ces prélèvements dès que vous avez une suspicion de leptospirose, au début de l'hospitalisation, avant la mise en place de l'antibiothérapie, pour qu'il puisse ensuite y avoir une confirmation du diagnostic par PCR. Sinon, une fois que vous avez commenté vos antibiotiques, vous êtes bien embêté. Ensuite, sur la prise en charge en urgence, il y a une fluidothérapie qui a été mise en place. Alors, c'était un peu particulier sur ce chien. Donc, il pesait 4 kilos, il était déshydraté à 5%. Donc, il y a sa déshydratation, ses besoins. Donc, au total, il aurait dû être mis à un débit de perfusion de 18,3 ml/h. Or, il a sa petite maladie cardiaque qui a été mise en évidence. Donc, on a réduit de 25% son débit. Donc, il était à 13,8. Ce qui est hyper, 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 hyper important sur les cas de leptospirose et plus largement aussi sur les insuffisances rénales aiguës, c'est de suivre la diurèse et de vérifier que globalement, ce que vous mettez dans le chien ressort dans l'urine, que c'est à peu près cohérent et qu'il n'y a pas une diminution importante de sa production urinaire. Parce que là, ça devient un facteur très, très aggravant. La recommandation d'antibiothérapie pour la leptospirose, c'est de l'ampicilline, tant qu'on doit faire par voie injectable et puis ensuite on passe à de la doxy, mais ici donc c'était en urgence de l'ampicilline à 22 mg/kg et puis du maropitant pour son confort digestif. Ensuite, il a été transféré chez le vétérinaire traitant dès le lendemain matin. Je vous avais pas mis d'autres conclusions. Bon, en gros, ce chien, ça s'est mal fini parce qu'effectivement, il a quand même duré assez longtemps, mais au bout de 48 heures, sa production urinaire a chuté, et tous les moyens médicaux n'ont pas permis de relancer la machine, et les propriétaires n'ont pas souhaité s'orienter vers une hémodialyse. Voilà ici. Est-ce que déjà sur ces cas cliniques, avant qu'on passe à la conclusion, vous avez des questions? Non, juste, est-ce qu'on peut avoir le diagnostic différentiel de Foxy, s'il te plaît? Alors, Foxy. Après l'échographie? Je sais plus, il y avait le diagnostic différentiel. Non, avant. Ouais. Hop. Voilà, tant qu'on était à domicile, Ok. on avait toutes les causes donc d'atteinte du bas appareil urinaire, qu'elles soient inflammatoires, infectieuses, lithiase ou polype ou tumeur. Et pour le coup, avec les contrôles du vétérinaire après, on pouvait éliminer tout ce qui était purement bactérien avec le culot et puis les lithiases. Et puis avec l'échographie, il nous restait une cystite inflammatoire chronique, mais qui aurait été vraiment, vraiment badass quand même pour faire ça à l'échographie. Une cystite polypeuse, je me rappelle plus comment on dit, ou une tumeur, ce qui était donc le cas. Polypoïde, non, on dit pas comme ça? C'était polypoïde, polypeuse. On effacera ça au montage. Moi, j'avais une autre question pour Foxy, justement. Ouais. Comme son état général était plutôt bon, est-ce que c'était vraiment nécessaire de mettre les antibiotiques tout de suite et du coup de reculer de manière assez conséquente l'examen d'écho et tout ça pour voir? Enfin, je sais pas si je me suis bien exprimée. Alors, Euh, dans tous les cas, effectivement, les antibiotiques, ça se discute tout à fait sur son cas. Mais en fait, je pense que ça n'aurait pas changé la rapidité à laquelle a été faite l'échographie parce que dans tous les cas, la première hypothèse, c'était quand même dans les choses les moins graves, donc une cystite justement juste inflammatoire. Donc, en fait, elle aurait eu potentiellement INS et antispasmodique. Et après, oui, peut-être qu'aux 48 heures, quoi, le veto aurait fait l'échographie si ça n'allait pas mieux, mais où il aurait prolongé l'anti-inflammatoire.
En tout cas, si la question c'était la mise en place de l'antibiotique sur FOXI, ça se discute clairement parce que on n'a pas de confirmation de diagnostic, même si ça reste un chien et que ça peut être plus fréquent et que ça justifie de les mettre. Ça justifie aussi de ne pas les mettre, je suis d'accord. Ok, ça marche. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous laisse mes petits messages à retenir. Donc bon, l'hématurie, on l'a vu, c'est un signe d'appel important et vous avez vu notamment avec les cas cliniques que ça peut révéler des pathologies de gravité très variables. Donc c'est important, surtout pour ceux qui vont travailler à domicile, de bien retenir les facteurs, les signaux d'alerte qui peuvent orienter vers une prise en charge en clinique. Et puis en clinique, les signaux d'alerte qui peuvent vous faire dire que là, il va falloir investiguer plus et pas juste mettre un anti-inflammatoire, un anti-hémorragique et ou un antibiotique. Il faut toujours bien penser aux 3 tableaux donc des causes urinaires, des annexes et les causes systémiques. Pensez dans votre questionnaire à poser toutes les questions qui vont concerner les signes d'atteinte du bas appareil urinaire, parce que ça va déjà grandement vous orienter. Et puis faites des bandettes urinaires, toujours, tout le temps, partout. Et attention, surtout à domicile, mais aussi en clinique, quand il n'y a pas d'examen poussé, parce que soit les gens ne veulent pas les faire ou quoi, à faire attention sur l'utilisation en première intention des antibiotiques. Voilà pour ça. Je vous ai mis juste en dernière dia les prochaines fois qu'on fait des conférences, des visios, pour émergence. Donc après toute l'année, on va avoir insuffisance rénale aiguë, l'anurie, l'oligurie et les insuffisances rénales chroniques qui dégénèrent. Et puis je vais renvoyer un message sur la conversion générale de tout émergence, mais j'ouvre un centre d'hémodialyse vétérinaire à Toulouse. Et donc dans ce cadre-là, je vais former les équipes de Toulouse à la gestion des patients hémodialysés. Et donc quitte à faire des formations en ligne, je les ouvre aussi à tous les vétérinaires, étudiants vétérinaires, etc., d'émergence. Donc je vous donne les dates ici. Les 2 premières dates, c'est le 25 novembre à 13h et le 2 décembre à 13h. Il y en aura très certainement une troisième parce que je pense pas qu'on aura le temps de tout voir, mais je remettrai un message dans tous les cas, sur le WhatsApp. Est-ce que vous avez des questions? Oui, juste, c'est fréquent qu'il y ait de l'hématurie sur les pancréatites? Enfin, parce que pour la douleur, oui, mais Oui, l'hématurie. c'est fréquent, j'ai pas de chiffre en tête de fréquence, mais en tout cas, c'est tout à fait possible. Soit parce que tu vas avoir une atteinte compliquée, donc qui va se transformer en sepsis, par exemple. Soit parce que tu vas avoir une atteinte avec des troubles de la coagulation secondaire. Ah oui, ok, merci. J'avais aussi une petite question sur l'hématurie. Oui. Est-ce que, je sais pas pour ce produit-là en France, mais en Belgique, on a l'étamzylate, hémozylate. Est-ce qu'on peut utiliser ça pour un peu, de manière symptomatique, réduire C'est un quoi? petit C'est peu? un anti-hémorragique? Ouais, c'est ça, c'est ça. En C'est, injectable. je connais pas le mode de fonctionnement, je sais pas si c'est comme l'acide tranexamique. Tu sais? Je suis pas sûr, mais ça aide à à la coagulation, en fait. OK. Alors comme, je pense que je sais pas si c'est le même mécanisme, mais en tout cas l'Hexacil, l'acide tranexamique, on va l'utiliser plus dans des contextes du coup, de traumatisme. Après pour le coup, s'il y a une composante, inflammatoire, bactérienne et cetera, c'est pas nécessairement indiqué. Il faut mieux utiliser, les traitements de la cause, quoi. Ok, merci. Ah, je l'ai raté. S'il y a pas d'autres questions, je pense qu'on va Ouais. pouvoir, Et surtout, merci beaucoup, Pauline, pour cette conférence hématurie. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je pense que tu seras d'accord, Pauline, éventuellement à envoyer par mail, hein, ouais, oui, tout à fait. pas par SMS, mais par mail. Ça permettra d'approfondir certaines choses si besoin. Soit vous les envoyez à l'adresse formation et émergence, soit à Pauline directement, et moi je transmettrai. Voilà. Top et merci. À bientôt. Merci à toi, passez à tous une bonne Bonne journée. après-midi. Merci beaucoup. Merci, Salut bon à tous. après-midi. Merci, au revoir.